Ce qui se passe sur le terrain, c'est que l'appareil militaire et politique de moins d'envergure, mais le militaire en tous les cas du Hamas a été cassé, très largement cassé par les Israéliens, et ils sont en train de le casser totalement avec ce qu'ils envisagent à Rafah. Je ne sais pas si cette offensive aura lieu. Et la représentation médiatique, c'est qu'on a l'impression que la guerre s'embourbe, s'enlise et qu'elle n'aboutit à rien. En réalité, non. Le Hamas est en train de perdre la guerre. Bel et bien de perdre la guerre. Il y a un certain nombre d'analyses américaines, dont Edward Luttwak a donné de très bonnes analyses il y a 2-3 jours là-dedans dans la presse anglo-saxonne, je crois. Bon. Alors ça, c'est la première distorsion. La deuxième, c'est lorsque le président Macron demande à Benjamin Netanyahou de cesser ses opérations, on peut simplement se demander si, dans le cas français, les 1140 morts du 7 octobre, dans des conditions d'une abomination extrême, si ça était passé en France, on aurait eu l'équivalent de 9000 morts. Qu'aurait dit le président français si une puissance tierce l'avait invité à mettre fin aux opérations visant à casser la machine de guerre de ceux qui étaient responsables des 9000 morts? Il aurait dit, mais de quoi vous mêlez-vous? Nous sommes les maîtres de notre sécurité, nous sommes face à une menace existentielle. On est donc tenté ici un peu de demander à Emmanuel Macron, mais de quoi se mêle-t-il? Sait-il ce qu'est la menace existentielle qui pèse sur un État? On entend votre argument, mais quel que soit, Georges Bensoussan, le bilan, Israël a une image aujourd'hui de plus en plus dégradée sur le plan international. Les images des civils palestiniens déplacés ou tués sont quotidiennes. La souffrance s'étale à la une de tous les médias du monde entier avant une éventuelle offensive à Rafah. Est-ce vraiment tenable? Bien sûr que non, vous avez raison, l'image d'Israël est très dégradée, la bataille médiatique est perdue par Israël, mais elle est perdue depuis 50 ans déjà. Elle était déjà dégradée avant le 7 octobre, il y a eu une brève amélioration de cette image dans les jours, par l'effet de compassion, par les jours qui ont suivi le 7 octobre, et puis ça s'est très vite ensuite dégradé, c'est-à-dire que sur le plan médiatique, Israël est déjà un coupable d'avance. Alors il est évident que dans une zone comme Gaza, aussi densément peuplée, il y a forcément des pertes civiles. Ce sont des pertes dommageables, bien sûr. Mais est-ce qu'il y a une intention des Israéliens de tuer ces civils? Non. Autrement dit, s'ils avaient l'intention de les tuer, ils n'auraient pas prévenu la population de partir, ils n'auraient pas largué des tracts. Vous réfutez, vous êtes même choqué de ce qui est évoqué, c'est-à-dire cette éventualité, cette hypothèse génocidaire. Farfelue, elle est totalement farfelue. D'ailleurs, la Cour internationale de justice en a rendu compte. À partir du moment où elle n'ordonne même pas un cessez-le-feu à l'État d'Israël, c'est bien le signe qu'elle sait très bien que l'État d'Israël ne mène pas d'opération génocidaire. Elle met simplement en garde, et elle a raison d'ailleurs de mettre en garde là-dessus. Donc bien sûr que les morts civiles, c'est une catastrophe. Mais que s'est-il passé à Mossoul? Que s'est-il passé dans d'autres situations, comme par exemple la libération de la France? Vous savez qu'il y a eu 20 000 morts français du fait des bombardements anglo-américains pour la libération de la France. Il y a évidemment des pertes civiles et c'est regrettable.